is a new radio. Bon matin! Ah oui, ici au Québec, à l'heure matinale où ces podcasts sont généralement mis en ligne, on ne dit pas bonjour, mais bon matin. Je m'appelle Jean-Michel Lhomme et il y a quelques mois, après plus de 20 ans à bosser dans la com et les médias sur Paris, j'ai embarqué toute ma petite famille, pas si petite que ça en fait, dans le premier avion dispo pour poser nos nombreuses valises près de Montréal. Oh, il a quand même pas fait ça en plein Covid, cet idiot! Ah si, il a fait, il est comme ça, que voulez-vous, c'est comme ça. Alors soyons francs, vous comme moi, on a tous des a priori sur le Québec. Des images d'Épinal, des musiques en tête, beaucoup de musique en fait. Des fantasmes, des questions existentielles ou non, et parfois même quelques craintes. Alors, comme je suis en plein dedans, je me propose de faire le tri de tout ça. Chaque semaine, dans Fais-tu frette, je reçois ceux qui vont pouvoir nous expliquer le vrai Québec. La météo, la langue, la culture, le business, les médias, la religion, l'immigration, le système politique, l'histoire, l'amour. On passera tout en revue. Et que ce soit pour pointer les similarités ou les différences entre les deux côtés de l'Atlantique, promis, on vous dira tout. Vous le verrez, le Québec, c'est un territoire fabuleux. Fabuleux, mais beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. Et perso, moi, je m'y plais déjà beaucoup. Ah, au passage, fais-tu frette, ou plutôt, y fais-tu frette? Cela veut dire, est-ce qu'il fait froid? Alors bizarrement, c'est la question qu'on me pose systématiquement sur mon aventure au Québec. Alors promis, la météo, je vous en reparle à l'occasion. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de Fais-tu frette. Bonne émission et bonne découverte. Histoire du Québec. Alors forcément, ça ne s'entend pas, mais le titre de l'émission d'aujourd'hui est bien « Histoire du Québec » avec un S entre parenthèses à la fin du mot « histoire ». Car à ma grande surprise, le moins qu'on puisse dire, c'est que comme le Saint-Laurent, l'histoire du Québec n'est pas un long fleuve tranquille. Elle aussi réserve bien des surprises. Le Québec, c'est une histoire de France, une histoire de Grande-Bretagne et ce qu'on oublie le plus souvent, une histoire autochtone. Des cultures et des intérêts souvent divergents qui, jusqu'à une période très récente, n'ont eu de cesse de battre et rabattre les cartes d'un territoire à qui il aura décidément fallu beaucoup de résilience et d'opiniâtreté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, je ne m'attendais certainement pas à quelque chose d'aussi riche. C'est un scénario surprenant, avec de multiples rebondissements. Franchement, vous y mettez un peu de moyens et un bon réal, et il y a de quoi faire une super série sur Netflix. Pour en discuter aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un professeur en histoire. Et si je dis « j'ai la chance », c'est bien parce que de tous les professeurs que j'ai eus au cours de ma vie, et il y en a eu quelques-uns, les seuls qui ont toujours réussi à m'intéresser à leurs cours, toujours, systématiquement, ce sont les professeurs d'histoire. Autant vous dire que l'émission d'aujourd'hui s'annonce forcément passionnante. Bonjour Éric Bédard. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Super. Alors, Éric, merci beaucoup vraiment d'être là aujourd'hui. Éric, docteur en histoire à l'université McGill, université ô combien prestigieuse pour tous ceux qui sont au Québec. Diplômé d'études politiques aussi, en France, me semble-t-il. Exactement. Dans la vénérable institution de la rue Saint-Guillaume, dans le 7e arrondissement, l'Institut d'études politiques de Paris, qui est en ce moment dans une tourmente, comme on sait. Oui. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, effectivement, c'est quand même très agité. On te retrouve aussi dans les médias, puisque tu présentes une émission, c'est ça, sur la chaîne MaTV? Alors oui, pour ceux qui ont de moins en moins nombreux, parce que les jeunes sont beaucoup sur soit les podcasts ou soit sur YouTube, mais en effet, pour ceux qui regardent encore la télé traditionnelle, donc les 40 et plus peut-être, les 40 ans et plus, alors ceux qui sont abonnés à Vidéotron ont accès à une chaîne qui s'appelle MaTV, et oui, en effet, j'enregistre devant public, mais pas évidemment en ces temps de pandémie, mais en général devant public à la grande bibliothèque.
des entretiens sur des grands personnages, des figures marquantes de l'histoire du Québec. Et il y en a quelques-uns. D'ailleurs, Oui. ces grandes figures, il y en a quelques-unes, pardon, ces grandes figures, on les retrouve dans le livre qui nous amène aujourd'hui. Alors, le livre est super et visiblement, il a été écrit pour moi. Ça s'appelle L'histoire du Québec pour les nuls et donc c'est la collection que, en tout cas en France, vous connaissez vraiment bien, qui est très populaire. Et quand je dis ça a été écrit pour moi, c'est pas simplement la blague pour jouer pour les nuls, c'est qu'on sent bien que ça a été écrit. D'ailleurs, tu le dis en introduction, ça a été écrit en pensant aux Français de France. Oui, oui, comme on dit au Québec, hein, c'est une formule qui fait rire, qui fait sourire les Français. Mais en effet, comme je sais que la collection est très appréciée des Français, mon vis-à-vis français est devenu carrément millionnaire grâce à son histoire de France pour les nuls, qui a été, non mais pour vrai, ça a été un succès incroyable d'édition. Ouais, Et je l'ai aussi. ils ont vu le bon filon. Et l'auteur en question, un certain Jean-Joseph Julot, m'a contacté parce qu'il se cherchait depuis plusieurs années un auteur pour le Québec et les vieux routiers avaient refusé ou étaient fatigués ou peu importe. Alors, donc j'ai accepté et ça a été une très belle expérience. Et là, on en est déjà à la 3e édition. Je suggère d'ailleurs à ceux qui nous écoutent, vraiment de se procurer la dernière édition qui date de 2019 parce qu'elle est à jour et puis elle va jusqu'à aujourd'hui. Et elle n'est pas chère aussi. Elle n'est pas très Ouais. chère. Hein? Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Elle est moins chère que les précédentes éditions. Ouais. Je le dis parce que j'ai vérifié. Je mettrai les liens, évidemment, comme d'habitude, dans les commentaires de l'émission. Des liens pour vous procurer le bouquin si vous êtes au Québec ou si vous êtes en France, parce que c'est pas les mêmes, les mêmes marchands. Vous les retrouverez aussi sur le site. Effectivement, la dernière version de 2019, elle est un petit peu moins chère. Elle est tout aussi bien écrite que les autres. Quand je dis tout aussi bien écrite, c'est pas pour faire de la flagornerie, mais c'est parce que pour quelqu'un qui est un profane comme moi, j'aime l'histoire, mais je suis en aucun cas historien, on peut vraiment le lire comme un bon bouquin. Voilà, c'est Merci d'ailleurs beaucoup. personnellement ce que je fais. Merci beaucoup parce que en fait, c'est un livre qu'on peut à la fois lire d'un couvert à l'autre. C'est un livre qu'on peut consulter ponctuellement quand on a des petites questions sur des périodes, des événements, des dates. Donc, je l'ai un peu pensé comme ça. Bon, et ben ça tombe bien. Par contre, je me suis permis de faire un truc que je ne fais jamais avec les bouquins, promis, craché, juré, depuis l'école primaire où j'avais un petit peu filouté une fois mon prof, mais je n'avais jamais commencé un livre par la fin. Et ben Oui, là, je l'ai fait. Mais oui. c'est pas de ma faute, On m'a un peu tendu la perche, puisque c'est écrit dès la couverture. On a rajouté dessus 10 idées reçues sur le Québec. Alors Ouais. forcément, je suis allé, c'est la partie finale, je suis allé directement dessus et j'ai pas été déçu. Alors moi, j'aimerais bien qu'on commence par quelques-unes, hein, pas toutes, de Oui, ces oui, 10 oui, idées avec reçues. plaisir. En fait, c'est pas Euh, tant sur le Québec que sur l'histoire du Québec, mais c'est une petite nuance. Oui, Tout à fait. oui, Et bon, on va parler de ce cher Jacques Cartier, du coup. Alors, oui. il a découvert le Québec ou pas? Alors voilà, ces années-ci, dire que Jacques Cartier, ou j'allais ajouter, on peut ajouter d'autres, évidemment Christophe Colomb et tous Mm. les grands explorateurs, dire qu'ils ont découvert l'Amérique, c'est un terme qui est de plus en plus proscrit, puisque c'est comme si, évidemment, avant eux, il s'était absolument rien passé, c'était terra incognita. C'est Donc, ça. il n'a pas nécessairement découvert au sens où personne ne savait que ce continent existait. Il est allé plutôt à la rencontre d'un nouveau monde pour les Européens, mais qui était pour ses habitants un vieux monde aussi, un vieux monde habité depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et, euh, et donc, c'est intéressant puisque Jacques Cartier, maintenant, on sait qu'il parlait, visiblement, il parlait le portugais. Il avait navigué. Il était probablement allé au Brésil. Il y avait eu plusieurs expéditions. Les Français de la côte atlantique, de la façade atlantique, beaucoup des bateaux de pêche. Donc, avait déjà sillonné les côtes du Nouveau Monde. Et donc, Jacques Cartier n'a pas nécessairement découvert, il est allé à la rencontre. Donc, le terme découverte est un peu proscrit. Et il n'était pas le seul, il n'était pas le premier, puisqu'on C'est sait, ça. et on sait maintenant que des dizaines et des dizaines, et sinon des centaines de bateaux de pêche, euh, basques, portugais, français évidemment, bretons en quantité,
allaient pêcher dans toute la région du golfe du Saint-Laurent. Donc, et ce qui nous met un peu sur cette piste, c'est que Jacques Cartier a mis uniquement 20 jours à faire sa première traversée en 1534. Donc, c'est extrêmement rapide et tout nous porte à croire qu'il était très, très bien informé par d'autres marins, peut-être même par lui, peut-être même qu'il l'avait fait, mais on n'est pas au courant. Donc, voilà, il y avait déjà beaucoup de circulation sur l'Atlantique à cette époque. Donc vraiment une double, on va dire, une double erreur. Il n'a pas découvert un pays parce que ça existait déjà avant, il y avait déjà du monde. Ouais. Et accessoirement, c'était pas le premier à faire la route. Exactement. Mais c'est son nom qu'on a retenu. Ben, c'est normal, puisque, en fait, c'était la première expédition, disons, plus officielle. Quelques années auparavant, François Ier va au mont Saint-Michel et il rencontre un abbé assez important et cet abbé est proche des pêcheurs malouins et on le met en contact avec Jacques Cartier. Et donc, François Ier, qui a consacré l'essentiel de son travail de roi à la Méditerranée, à l'Italie, à sortir de l'encerclement de Charles Quint. Alors, François Ier, à partir de 1530, bon, c'est comme s'il met un terme à tout ça. Et là, tout à coup, il est disponible pour aller explorer, pour que son royaume aille explorer l'Amérique, puisque à cette époque, les Espagnols, c'est le cas de le dire, font des affaires d'or. Les Espagnols découvrent de l'or en quantité et donc, évidemment, ça suscite l'intérêt, la convoitise des autres pays européens, notamment l'Angleterre, mais aussi la France. La France qui est le plus grand pays d'Europe à l'époque en termes de population, de démographie. Donc, François Ier ne veut pas être en reste, veut lui aussi participer à cette grande aventure américaine du Nouveau Monde, dans le but premier, il ne faut pas l'oublier, de trouver un chemin, de trouver une route pour aller vers les Indes. Indes, d'où le mont Indien. Exactement, d'où le mot indien, donc de trouver une route, parce que le but de Jacques Cartier, c'est de trouver une route qui permettra à la France d'aller jusqu'en Chine, jusqu'en Inde, pour aller chercher des épices, puisque l'ancien chemin par la Turquie, l'Empire ottoman, est plus ou moins bloqué. Alors on cherche d'autres routes, les Portugais contournent l'Afrique, les Espagnols se heurtent sur l'Amérique du Sud et les Antilles, les Français cherchent plus au nord, et donc c'est l'objectif premier, mais évidemment, si sur la route on trouve du minerai, de l'or, de l'argent et des richesses, eh bien tant mieux, tant mieux. Ouais, tant mieux, oui, on ne veut pas se priver non plus. Exact. Mais bon, on est bien d'accord, ce terme indien, d'ailleurs que par correction, on utilise plutôt amérindien aujourd'hui, mais c'est quand même un terme erroné au départ. Oui. Les premiers navigateurs débarquent ici, pensent en fait être en Inde, donc les gens qu'ils rencontrent, pour eux, ce sont des Indiens. Exactement, c'est un terme qui va rester à ce moment-là. Et on est resté bloqué là-dessus. Oui, tout à fait. Alors là, toutes sortes de mots, de termes sont utilisés. C'est devenu très compliqué aujourd'hui, puisqu'on ne veut pas heurter les sensibilités, et ça se comprend. Donc, au fil des années, on va utiliser indien, ensuite indigène. Les contemporains de Jacques Cartier parlaient aussi souvent de sauvages, mais voire de barbares. Mais attention de plaquer le 19e siècle sur le 16e ou le 17e. Sauvage ne voulait pas dire qu'il fallait tous les tuer, les exterminer, qu'ils étaient des bêtes fauves qui allaient nous sauter à la gorge. Sauvage, c'était au sens d'enfant, de primitif. De primitif qu'on pouvait, comme chrétien, amener à la civilisation. C'était le but des grands missionnaires du XVIIe siècle. Je dis ça juste pour éviter des anachronismes, parce que le XIXe siècle sera le siècle, disons, des conceptions très racialistes des différents groupes humains, mais au XVIIe siècle, ces conceptions racialistes étaient beaucoup moins développées. D'ailleurs, on ne fait pas beaucoup de cas de la couleur de la peau des Amérindiens, on n'en parle presque pas. Non seulement ça, Samuel de Champlain, lors d'une cérémonie importante de 1633, avec des Amérindiens, des Autochtones, dit « Nos hommes marieront vos femmes et nous ne ferons plus qu'un seul peuple ». Donc, il y avait aussi cette idée chez Champlain d'un métissage. Il n'y avait pas de problème avec ça.
parce qu'il y avait évidemment très peu de femmes à ce moment-là dans la colonie. Alors voilà, donc je dis ça parce que bon, les termes vont évoluer, donc indien, amérindien, sauvage, barbare, indigène. Mais aujourd'hui, le mot consacré au Québec, c'est qu'on va généralement parler des autochtones, des peuples Ouais, autochtones, c'est le sous-entendu mot qu'on entend tout le les temps. Ouais. premiers habitants, exactement. Ouais. Alors que vous, Français, chez vous, vous êtes les autochtones, vous êtes les descendants Bah oui. des Gaulois, mais nous, Nos Québécois ancêtres. francophones, oui, exact, nous, Québécois francophones, qui sommes une sorte de rameau de la France, eh bien, on est arrivé après eux, donc eux sont les autochtones, ce qui ne veut pas dire qu'on est moins chez nous ici, mais c'est une façon de reconnaître leur présence avant l'arrivée des premiers Français. Je fais juste une petite diversion par rapport aux 10 idées reçues. Justement, quand Jacques Cartier, et puis tous ceux qui l'ont précédé, puisqu'on vient de comprendre qu'il n'était pas le premier, mais quand ils arrivent sur cette terre américaine, alors j'entends en tout cas l'Amérique du Nord, celle qui nous intéresse aujourd'hui, Oui. qui viendra plus tard le Québec, qu'est-ce qu'on sait de l'histoire de cette partie du monde avant justement l'arrivée, en l'occurrence des Français, de Cartier et de tous ceux qui vont suivre? Oh mon Dieu, vraiment, on ne sait à peu près rien. On est au tout début, là, on commence à cartographier. Il faut voir que faut attendre le milieu du 18e siècle. Donc, vous imaginez, c'est plus de 2 siècles après l'arrivée de Cartier avant qu'on ait une idée un peu plus précise de l'intérieur du continent nord-américain. Ça prend un temps fou. Et il y a des explorateurs un peu fous qui vont parfois partir comme ça pour chercher la fameuse route, la route qui devrait mener à la mer de l'Ouest. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il va y en avoir plusieurs, et souvent ça va donner lieu à des aventures, des épopées hallucinantes, incroyables, que les Français d'ailleurs devraient mieux connaître, puisque c'était souvent aussi des prouesses, du courage, des mains tendues aussi, puisque ces grandes expéditions ne pouvaient se faire sans la complicité des Amérindiens, qui étaient les alliés des Français. Alors, les Français ont beaucoup de défauts. Les Français, vous grandissez. Non, mais vous allez voir. Non, mais ça n'a pas changé. On en a toujours quelques-uns. Oui, les Québécois aussi, mais ne pas me citer hors contexte, ne pas extraire cette citation de l'entretien. Promis. Les Français ont beaucoup de défauts quand je parle au plan colonial, au plan du colonialisme. Quand je parle à des Français on parle de l'aventure coloniale française. Évidemment, ils ont tout de suite à l'esprit les pages sombres que sont l'Algérie, l'Afrique subsaharienne, l'Indochine, Alors, tout ça est vrai. Mais l'aventure coloniale d'Ancien Régime, donc de laquelle nous, Québécois, sommes issus, sommes un peu le produit d'une colonisation qui n'a pas fonctionné, mais peu importe. Mais justement, du fait de la configuration démographique, du fait qu'on était si peu nombreux, les alliances avec les Amérindiens étaient absolument essentielles. L'Empire français en Amérique du Nord n'aurait pu tenir sans toutes ces alliances avec les peuples amérindiens, surtout du centre du continent américain. Donc, si vous regardez une carte de la Nouvelle-France en 1760, vous avez l'impression que c'est absolument immense. Hein? Ça commence à Terre-Neuve et ça se termine dans la Louisiane. Et tout ça pour 60 000 habitants, 60 000 créoles, descendants de Français. Donc, je dis souvent, c'est un peu comme Drummondville. Drummondville, c'est ça la population de la Nouvelle-France, mais ça tient grâce aux alliances. Ça tient grâce aux alliances. Et on peut dire que les Français ont été très doués pour tisser ces alliances. Évidemment, des alliances intéressées, puisque ces alliances-là étaient liées au commerce des fourrures. Donc, c'était intéressé, mais quand même, on a toute cette aventure des coureurs de bois qui sont allés à la rencontre de ces peuples de l'intérieur du continent. Certains étaient Canadiens, d'autres étaient Français, et certains passaient quelques mois, d'autres devenaient ce qu'on appelait des Indiens blancs, vivaient parmi eux, donc ça culturait. Alors non, ça a donné lieu à des histoires hallucinantes, belles, des épopées, de véritables épopées, et je pense que les Français auraient intérêt à voir une autre aventure coloniale qui est peut-être moins lourde, moins tragique, moins dramatique en tout cas que celle du continent africain et de l'Indochine. C'est ça.
en France, là, c'est encore un débat extrêmement récent. Il y a quelques jours, j'entendais que c'était revenu sur le devant de l'actualité, tant en France qu'en Algérie. La question algérienne, de la colonisation algérienne, ce qu'a fait la France, en l'occurrence, c'était pour des essais nucléaires, donc c'était quelque chose Oui, de très récent, est revenu sur le devant de l'actualité avec toujours un regard assez compliqué sur le passé, entre ceux qui veulent pas regarder et ceux qui veulent s'autoflageller, et c'est quelque chose de très compliqué. C'est vrai que tout ce qui s'est passé, c'est pour ça que j'ai été moi très surpris quand je me suis intéressé à l'histoire du Québec. Toute cette colonisation-là qui s'est fait, alors il n'y a pas eu que des trucs fun, hein, parce que je crois que Cartier, quand il rentre en France, après être oui. venu, il n'est pas rentré tout seul, il a mis des choses dans ses bagages et c'est pas très glorieux. Donc oui, en effet, Jacques Cartier on pourrait dire, kidnappé littéralement quelques Amérindiens pour les montrer au roi, un peu comme du gibier, et pour aussi leur apprendre le français. Sauf que je me souviens d'un étudiant, je donne un cours d'introduction sur le Québec à HEC Montréal, et il y avait justement un étudiant français qui avait lu l'histoire du Québec pour les nuls, et il me disait, écoutez, j'ai commencé à lire le livre, je cherche l'extermination des Amérindiens, je cherche le massacre. Eh bien, justement, ce massacre n'a pas eu lieu. C'est-à-dire que l'installation définitive des Français commence au début du XVIIe siècle, donc commence avec Samuel de Champlain, d'où le pont, hein, c'est un personnage marquant là, dans l'histoire et de la France et du Québec. Alors Champlain, c'est vraiment, je dirais, un disciple d'Henri IV. C'est un homme qui est issu d'une France qui s'est tellement déchirée lors des guerres de religion de la deuxième moitié du XVIe siècle que Henri IV, Samuel de Champlain, c'est des hommes de concorde, c'est des hommes de compromis, c'est des hommes qui cherchent à trouver des solutions politiques. Et donc, c'est un peu l'état d'esprit de Samuel de Champlain lorsqu'il fonde Québec en 1608. Et sans cet esprit, cet état d'esprit, il n'aurait pu s'installer à Québec, où il y avait déjà pas mal d'Amérindiens à l'époque qui circulaient. Donc, non, il y a eu une sorte d'alliance inaugurale qui a été scellée entre les Français et les Amérindiens de la vallée du Saint-Laurent. D'un côté, les Amérindiens acceptaient que les Français viennent s'établir. Les Français, de leur côté, acceptaient d'aller combattre les ennemis de ces alliés, avec d'ailleurs un outil très intéressant, les armes que les Français possédaient, qui étaient évidemment un argument de poids. Et les Français ont tenu promesse, ils vont accompagner ces alliés lors de certaines guerres contre ceux qui étaient les vis-à-vis de nos alliés, donc les Iroquois, qui étaient installés, basés dans le nord de l'État de New York, qui faisaient une série de raids à partir du milieu du XVIIe siècle. Mais donc, c'est comme si les Français s'intégraient déjà à une guerre qui avait cours avant leur arrivée. Hein? Il y avait déjà une guerre entre Amérindiens. C'est ça que des fois on comprend mal. Hein? Il y avait déjà des tensions entre Amérindiens et les Français arrivaient, puis ils se sont entendus avec un des deux camps, et ce faisant, ils étaient automatiquement en guerre contre l'autre camp, et ça a traîné pendant tout le XVIIe siècle, mais ils ont eu d'excellentes relations, en général, avec des anicroches, avec des problèmes ici et là, mais en gros, d'assez bonnes relations avec les Autochtones de la vallée du Saint-Laurent. Ouais, c'est sûr, très différent des autres histoires de colonisation qu'on a pu connaître. Oui. En lisant le livre, et avant d'arriver à la partie où nos chers amis anglais viennent foutre un petit peu le beans dans nos histoires au Québec, j'ai un peu l'impression que la France au Québec, c'est un peu une histoire de stop and go. Une volonté très forte d'y aller, et puis on se retire parce que finalement on a d'autres enjeux ailleurs, et puis on y revient. Je me trompe? Pas du tout. Vous avez tout à fait raison. D'abord, jusqu'au milieu du XVIIe siècle, les Français, je dirais l'État français hésite. Est-ce qu'on va vraiment fonder une colonie ou est-ce qu'un simple comptoir de commerce pourrait faire l'affaire? Puisque, au fond, cette colonie n'est intéressante que grâce aux fourrures. Et les fourrures, c'est les Autochtones qui vont les chercher, qui viennent nous les porter à Québec, et nous, on les ramène en France et on les écoule sur le marché européen. Donc, dans un contexte comme ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir des colons? Alors là, on a deux camps qui vont se faire face. On a le camp, évidemment, des commerçants qui disent, en effet, un comptoir fait l'affaire. Et vous avez le camp des missionnaires. Ils disent, attention, on a une mission beaucoup plus grande en Amérique. On doit évangéliser, on doit convertir ces païens.
Et pour les convertir, il faut les sédentariser, sous-entendu les civiliser. Et pour les civiliser, il faut leur apprendre qu'est-ce que c'est vivre sur une terre. Alors donc les missionnaires vont peser de tout leur poids, surtout les jésuites qui vont avoir l'oreille du roi Louis XIII. Et donc, on a l'impression que la France ne tranche pas cet enjeu, de sorte qu'on se retrouve au milieu du XVIIe siècle avec une minuscule colonie d'à peine 3000 habitants. Je veux dire, c'est rien. Ah oui, c'est rien. Là, c'est rien. Et donc, c'est l'arrivée de Louis XIV, du jeune et vigoureux Louis XIV, et surtout de son ministre Jean-Baptiste Colbert, qui a une vision assez ambitieuse de l'Empire, du déploiement de l'Empire français dans le monde, qui va donner un peu un coup de barre. Donc, sans ce coup de barre, mais vous avez raison, stop and go, c'est-à-dire l'intérêt va peut-être durer une douzaine d'années, puis après ça, on sent que la France se désintéresse de la Nouvelle-France, mais ils ont comme semé quelques graines qui vont donner des fruits. Et c'est quoi? C'est de l'envoi d'un régiment militaire parce qu'il y avait des attaques incessantes pour calmer le jeu, pacifier la région, mais c'est aussi envoyer des filles du roi. Alors, des filles du roi. Les fameuses filles du roi. Oui. Alors, est-ce que c'était toutes des prostituées? Est-ce que c'était toutes des prostituées? C'est l'une des idées reçues. Alors, pour le coup, j'ai pas attendu de lire le livre pour avoir cette idée reçue. J'en avais déjà entendu parler. C'est vrai? Depuis le peu de temps que je suis arrivé. Oui, comme quoi, ah oui, les Français, les filles du roi, vous nous avez envoyé plein de prostituées. Voilà. Alors, c'est une vieille idée qui circule déjà au XVIIe siècle. Et en même temps, c'est une vision. On a envoyé, par exemple, des prisonniers aussi. En 1541, il y a eu une tentative, mais avortée. On avait envoyé des prisonniers. On en parle moins. Oui, c'est vrai, on en parle moins parce que ça n'a pas eu de suite. Ensuite, il y a eu aussi des prostituées qui ont été envoyées dans les Antilles, je crois. Donc, c'est une idée qui a circulé, mais les historiens évidemment, les historiens, disons, catholiques, religieux, attachés à l'épopée mystique de la Nouvelle-France, des vieux missionnaires jésuites, trouvaient ça inadmissible qu'une telle idée puisse circuler. Alors, ils trouvaient toutes les pièces. Mais là, donc, ils ont montré que, par exemple, les lettres de l'intendant à Colbert montraient qu'on voulait avoir des femmes vertueuses, des femmes... bon, alors ça, c'est une façon, mais en fait, la principale preuve que ce n'était probablement, enfin, presque à coup sûr que ce n'était pas des prostituées, c'est que on a comparé leur fertilité de ces femmes. Il serait venu environ 770 filles du roi, échelonnées sur 11 ans, de 1663 à 1672. Et donc, on a comparé la fertilité de ces femmes à la fertilité des prostituées parisiennes, puisque la moitié de ces filles du roi venaient de Paris. Et donc, on voit très bien que les filles du roi ont été extrêmement fertiles, ce qui tente à démontrer qu'elles n'étaient pas des prostituées, puisque la grande majorité des prostituées avaient souvent des problèmes, des maladies vénériennes, bien évidemment. Et donc, ça avait un effet direct sur leur fertilité, alors que les filles du roi n'ont pas eu ce type de problème. Elles auraient donné naissance à environ 4500 bébés. Donc, ça a donné vraiment l'impulsion qui était nécessaire à ce moment-là à la colonie pour se développer au plan, en tout cas, démographique. Une belle impulsion, sauf que, comme je le disais tout à l'heure, nos amis anglais ont commencé à s'intéresser un petit peu de trop près à ce qui se passait au Québec, et ça n'a pas forcément très très bien tourné pour les Français. Oui, alors écoutez, c'est qu'on se retrouve au milieu du 18e siècle, il y a une guerre, presque une guerre mondiale qui oppose deux coalitions, la coalition franco-autrichienne et la coalition anglo-prussienne, et c'est une guerre qui court autant en Europe que dans les Antilles, que dans les Indes, que sur certaines îles possessions européennes dans la Méditerranée. Et donc, en effet, vous avez ces colons anglo-américains qui ont fondé les 13 colonies du littoral atlantique américain et qui, elles, se sentent tout à coup à l'étroit. Puisque là, on se retrouve au milieu du 18e siècle. Ils sont environ 1,5 million. De l'autre côté, du côté français de la Nouvelle-France, je vous l'ai dit, on estime
dans toute la Nouvelle-France, c'est entre 60 et 90 000, les chiffres varient, donc c'est très, très faible. Et les Anglo-Américains font pression auprès de la métropole anglaise pour, évidemment, qu'ils puissent mettre la main sur tous ces territoires de l'intérieur, de l'interland nord-américain, qui appartient ni plus ni moins qu'aux Français, à leurs alliés amérindiens. Donc, il va y avoir de grosses pressions et le gouvernement britannique de l'époque va être dirigé par un peu le Churchill anglais de son époque, un certain William Pitt, qui est un mégalomane, qui est un personnage qui traversait une traversée, qui était en pleine traversée du désert, qu'on écoutait plus ou moins, un peu comme Churchill à la veille de 1940. Et là, les Anglais, qui viennent de subir quelques défaites, vont le chercher. Et lui, sa politique, c'est ce qu'on appelle la politique de la Blue Water Policy, c'est-à-dire attaquer les colonies, aller là où l'Empire français est le plus faible, c'est-à-dire dans sa colonie nord-américaine. Et évidemment, l'avantage stratégique des Anglais, c'est leur flotte, c'est leur marine. Et ils vont donc décider de tout miser sur l'Amérique du Nord. Ils vont envoyer une flotte immense, 40 000 hommes à Québec. Et il va y avoir donc une série de batailles et la plupart vont être perdues. Enfin, à partir de 1758, au début, les Français remportent plusieurs victoires, mais ensuite, le vent tourne et les Anglais vont remporter plusieurs victoires jusqu'à la capitulation de Montréal de septembre 1760. Et là, il faudra attendre quelques années de négociations, puisque la guerre se poursuit ailleurs, sur d'autres champs de bataille, pour que finalement, dans le traité de Paris de février 1763, la France cède définitivement la Nouvelle-France aux Anglais, mais en contrepartie, les Français veulent rester présents sur le continent, mais seulement là où c'est payant, c'est-à-dire le sucre des Antilles, Saint-Domingue, et le poisson, donc Saint-Pierre-et-Miquelon, qui fait partie des dom-toms, comme vous dites. Donc, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Domingue, mais tout le reste, comme disait Voltaire, ces arpents de neige, immenses arpents de neige, c'est pas intéressant, on laisse ça aux Anglais. Certains vont dire que c'était un cadeau empoisonné qu'on faisait aux Anglais, puisque, évidemment, les attentes du côté des colons américains sont très grandes pour s'étendre à l'ouest. Or, les Anglais ont d'autres plans pour ces territoires des Grands Lacs et de l'Ouest. Ils veulent s'entendre avec les Amérindiens, ça tourne pas exactement comme les Anglo-Américains le souhaitaient, et ça va mener peu à peu à la guerre d'indépendance des États-Unis. Autrement dit, la cession ou la conquête, au Québec, dans notre historiographie, on parle de la conquête anglaise. Dans d'autres pays, ils vont parler de la French-Indian War, ils vont parler de la cession. Mais la conquête, donc cet événement qui nous concerne au premier chef, nous, descendants de ces colons français, va avoir une incidence géopolitique majeure. C'est que cette défaite de la France en Amérique du Nord va un peu sceller le destin de la civilisation française, puisque jusque-là, la civilisation française était vraiment dominante. En tout cas, avec le grand siècle de Louis XIV, même au XVIIIe siècle, l'encyclopédie, les Lumières, c'est français. Mais là, avec cette défaite, là, il y a un déséquilibre qui va commencer à s'opérer au profit des Anglais et des Anglo-Saxons en général. Et au 19e siècle, la France sera plus autant dans le coup, même s'il y a eu l'épisode napoléonien. Mais la France, donc c'est le début un peu du déclin finalement de la civilisation française dans le monde, même si elle va rester importante, rayonnante. Mais au plan géopolitique, la bataille de Québec, la capitulation de Montréal, ça marque quand même un tournant important. Ça marque un tournant, et moi, ce qui m'étonne, de me dire, ok, bon, les Français sont arrivés, on a vu avec un peu de stop and go, il n'y a pas une expansion, dire énorme qui a été effectuée. On parlait de 60 000 à 90 000 personnes. Enfin, c'est pas énorme. Les Anglais arrivent par-dessus. Ils remportent la bataille. Ils ont en plus la possibilité de fédérer ce territoire à tout le reste du continent nord-américain sur lequel ils sont déjà présents. Et pourtant, le Québec va rester, quoi qu'il arrive, un espèce de village gaulois
Oui. Au sein du continent nord-américain, alors qu'à ce moment-là, moi tel que je le vois, je me dis toutes les cartes sont réunies pour que en quelques décennies, le français, la langue française, la culture française disparaissent et que Oui. l'anglais rafle la mise. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le résume très rapidement. Premièrement, il n'est pas venu autant de colons anglo-américains, enfin anglais, que les autorités l'auraient espéré. Hein? Après 1763, les autorités anglaises, britanniques, espéraient que des habitants là, du royaume de la Grande-Bretagne viennent s'installer ici. Or, ces immigrés préféraient la côte Est, enfin, préféraient les colonies anglo-américaines à cause de la température, parce qu'ils avaient On déjà y revient toujours. des réseaux familiaux, on peut imaginer, des amis, et aussi parce que c'était pas très invitant d'aller vivre au milieu d'une population française, catholique, au milieu du 18e siècle. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est ce qu'on a appelé dans notre historiographie la revanche des berceaux. C'est que, justement, comme nous avions été conquis militairement, politiquement, eh bien, l'Église, qui va devenir une institution de plus en plus importante, on pourra en reparler, l'Église va dire, si on veut exister, il faut faire beaucoup d'enfants. Et il y aura un taux de natalité, en effet, très élevé, plus élevé qu'ailleurs en Occident, au Québec, jusqu'aux années 50, je parle de 1950, le taux de natalité sera très élevé. Dernier élément qui a joué en notre faveur, c'est que les Anglais voyaient bien que la marmite commençait à chauffer au sud avec les colonies américaines. 1776, déclaration d'indépendance, guerre d'indépendance, et les Anglais ont voulu se ménager les Canadiens français, ils se disaient, s'il faut en plus qu'eux soient de leur côté, on n'aura plus de base pour attaquer ces rebelles, ces républicains. Et donc, ils ont fait quelques concessions aux Canadiens français dans un traité de 1774, une constitution qui s'appelle l'Acte de Québec, laquelle a reconnu quand même l'Église catholique, le droit civil français, ce qui a fait plaisir aux élites et ce qui a fait en sorte que les élites se sont ralliées à la couronne anglaise plutôt que de travailler contre elle. Donc, tous ces éléments-là expliquent que finalement, les Canadiens vont tirer un peu leur épingle du jeu, ils vont pouvoir survivre dans dans un empire qui leur était en effet hostile en 1763. L'objectif en 1763, c'est de transformer cette population en bons sujets britanniques de langue anglaise et de confession protestante. Or, en effet, c'est pas ce qui va se produire pour les raisons que je viens de vous mentionner. C'est ça. Il y a quand même des terminologies dans cette histoire du Québec que je trouve étonnante et vraiment très logique. La revanche des berceaux, enfin, je trouve ça poétique et très beau. On y viendra plus tard aussi. Il y a la révolution tranquille qui, je pense, pour un Français est un concept. Enfin, c'est deux mots qui vont pas du tout ensemble. C'est pas possible. Enfin, nous, les révolutions en général, on sort la guillotine. Surtout pour les Français, oui. Bah oui, c'est ça. Surtout pour les Français, en effet, oui. Mais avant d'y arriver, effectivement, un petit retour sur le rôle de l'Église, parce que c'est encore très présent ici aujourd'hui. Ça fait partie des points encore à la fin du livre sur les jurons. Les jurons qui sont extrêmement présents, hostie, esti, tabarnak et tout ça et tout. Tout ça, ça vient du poids de l'Église au Québec. Exactement. Alors, il y a un sociologue qui a déjà dit, au fond, l'Église catholique a été l'institution dominante d'une société dominée. Alors, un peu comme d'ailleurs pour les Irlandais, l'Église catholique a joué un rôle très important comme une sorte de rempart, hein? Un rempart autour duquel on s'est agglutiné pour attendre peut-être que la tempête passe ou pour assurer notre survie. D'ailleurs, il y avait une formule qu'utilisaient les Canadiens français d'autrefois, la langue, la foi gardienne de la langue gardienne de la foi. C'est que jusqu'au milieu du 19e siècle, être catholique en Amérique du Nord, c'était forcément être Canadien français. La situation va changer avec l'arrivée des Irlandais catholiques, surtout à partir du milieu du 19e siècle, les Irlandais qui fuyaient une terrible famine, des bouleversements économiques et politiques. Et donc, l'arrivée massive des Irlandais, surtout aux États-Unis, va changer un peu la donne, va changer cette perception qu'il y a un lien, il y a un lien
très, très fort entre culture française et religion catholique. Bon. Mais pour ce qui est du Québec, en effet, il y aura en 1837-38 ce qui a toutes les apparences d'une espèce de soulèvement républicain au Québec. Donc, on aura des élites qui vont être inspirées par ce qu'on va appeler plus tard l'éveil des nationalités, le printemps des peuples. Donc, ces peuples qui vont lutter pour plus de démocratie, éventuellement la République. Donc, tous ces peuples qui vont lutter pour s'affranchir et les gens d'ici vont être influencés par tout ça, comme ils vont être influencés par les institutions républicaines américaines. Les États-Unis des années 1830, c'est un modèle d'avant-garde. On est loin de Donald Trump à l'époque, là. C'est le modèle d'avant-garde. Non, mais c'est vrai, il faut le voir. Hein, Alexis de Tocqueville va en Amérique. Pourquoi? Parce qu'il va étudier les prisons. Les prisons américaines sont vues alors comme des institutions extrêmement d'avant-garde, puisqu'on cherche à réhabiliter les prisonniers, non pas juste à les parquer dans les bagnes. Donc, vraiment, les États-Unis sont vus comme un modèle de société, et c'est le cas aussi pour les gens d'ici. Donc, il va y avoir une espèce de soulèvement, d'affrontement, en vue de doter la colonie d'institutions qui s'aligneraient peut-être éventuellement sur celles de la République américaine. Ces soulèvements vont être écrasés par les Britanniques, qui ont la plus puissante armée du monde à l'époque. Les Américains vont pas lever le petit doigt parce qu'ils veulent à ce moment-là se rapprocher de la Grande-Bretagne et ils veulent pas se disputer avec la Grande-Bretagne pour ces gentils Canadiens, là, Canadiens-Français qui sont 600 000 déjà. Mais bon, ça pèse pas lourd dans la géopolitique du monde. Donc, on est un peu laissé à nous-mêmes et cet affrontement sera écrasé. Et après cet écrasement, donc les idéaux plus libéraux, plus républicains, vont être un peu discrédités, hein, puisque c'est lié à une défaite, puisque c'est lié à un peu un traumatisme. Les chefs vont être pendus ou exilés. Donc, tous ces idéaux vont perdre leur lustre. Et quelle institution va occuper toute la place? L'institution, évidemment, de l'Église. Exactement, va occuper le terrain, c'est l'Église. L'Église, en plus, qui bénéficie d'une sorte d'engouement. Il y a un réveil religieux au Québec au milieu du 19e siècle. Il y a beaucoup de jeunes qui décident de devenir clercs. Il y a une vogue. Et donc, l'Église va développer des institutions, des congrégations, va encadrer la société civile. Hein. Elle va devenir une institution très puissante, très influente. Évidemment, à l'intérieur de l'Église, il y avait différents courants. Il y avait des courants qu'on disait plus ultramontains, plus gallicans, des courants plus libéraux. Mais en gros, l'Église est une institution très puissante et va vouloir avoir le monopole, par exemple, en matière d'éducation. Donc, il n'y aura pas de ministère de l'Éducation au Québec, ou enfin, sauf une très, très brève période, mais il n'y en aura pas jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, ça va être une Église qui va aussi imposer une censure sur les œuvres, sur plus tard le cinéma. C'est une Église qui va donc avoir un rôle déterminant. Et j'ajoute, pour ceux qui connaissent leur histoire de France, vous avez vécu au début du 20e siècle, vous avez vécu tous ces débats déchirants sur la séparation de l'Église et de l'État, une république avec à sa tête parfois même des francs-maçons, comme le père Combes, Émile Combes et d'autres. Et beaucoup de Français très religieux vont quitter la France à ce moment-là et vont venir chez nous. Et ces Français vont importer avec eux une vision très traditionnelle et très hostile aux idéaux républicains, qui vont nous influencer, pas toujours positivement, vous voyez. Donc, je comprends bien. On reçoit, autrement dit, ici, un contingent de Français qui, il faut le dire, sont plutôt réactionnaires. Et si vous vous promenez dans l'est de la ville de Montréal, c'est très frappant. Vous avez le boulevard Pineuf. Le boulevard Pineuf a été un pape réactionnaire, très anti-moderne. Vous avez la rue Lacordaire, Louis Veillot, tous des intellectuels de la droite ultramontaine catholique, droite française, qui ont eu une énorme influence au Québec. Alors voilà. Donc les liens avec la France se sont poursuivis, mais la France qui influençait le plus les Québécois à l'époque, c'était cette France qui, en fond, était très anti-républicaine, très attachée à la France du grand siècle de Louis XIV, et on avait toujours nos républicains, mais ils étaient minoritaires.
Ouais, je viens de terminer une lecture que j'ai trouvée passionnante et j'espère que je recevrai l'auteur Michel Jean prochainement à ce micro. C'est un livre qui s'appelle Koum Koum, Oui, un livre biographique dans lequel Michel Jean, qui est un journaliste, qui est une personnalité ici au Québec, raconte à la première personne l'histoire de sa grand-mère, qui fait partie de ces populations autochtones, en l'occurrence qui est une Innu. Et il y a un passage qui est vraiment assez bouleversant et qui fait lien avec ce qu'on vient de dire. C'est celui où les populations Innu se retrouvent un petit peu de force à devoir se sédentariser parce que on a abattu, on a tué les forêts dans lesquelles ils se réfugiaient l'hiver pour aller chasser, pour aller justement trouver des pots. Ils étaient du coup obligés de rester là où ils passaient habituellement l'été. Et tout d'un coup arrive l'État étant à ce moment-là matérialisé, personnalisé par des hommes d'église qui prennent tous les enfants de oui, force pour les emmener oui, dans des pensionnats, oui, ce qui est extrêmement évidemment violent. Les familles n'ont évidemment pas le choix, n'ont aucune information sur ce que deviennent leurs enfants pendant des mois. Et quand les enfants reviennent, ils ont du mal à comprendre l'Innu, leur langue maternelle. S'ils la comprennent, en tout cas, ils ne la parlent plus parce qu'on leur a bien fait passer le message que c'était honteux. Et on leur a tous appris le français. oui. Et on sent que là, effectivement, il y a eu on parlait tout à l'heure de cette volonté de l'Église de prendre en main l'éducation. Ah bah, elle a été prise en main et pas de manière la plus Oui. un peu Alors, vous voyez, l'autoritaire, quoi. dans ce cas-là, l'Église a été, dans le fond, un genre, excusez le terme, mais une sorte de sous-contractant de Mmh. l'État canadien. Parce que ce qui se passe au 19e siècle, c'est que, je vous ai dit au début, les Français avaient besoin des Autochtones pour faire du commerce et pour sillonner le continent et pour découvrir et comprendre ce qui se passait. Bon. Mais là, plus on avance dans le 19e siècle, plus les Autochtones, on n'en a plus besoin. Non seulement on n'en a plus besoin, non seulement c'est plus des partenaires de commerce, c'est une nuisance dans la perspective du 19e siècle, surtout à l'ouest, où on développe des chemins de fer, où de nouveaux colons débarquent d'Europe de l'Est et d'Angleterre, veulent s'installer. Et donc, il y aura une loi tristement célèbre, l'Acte des Sauvages, adopté en 1876 par l'État canadien. L'acte des Sauvages, dans le fond, c'est une forme de... Ça consacre, la, la mise, une forme d'apartheid, finalement. La loi sur l'Acte des Sauvages de 1876, c'est tout simplement l'idée que on va parquer les Autochtones dans des réserves, dans des territoires qu'on leur avait déjà reconnus, des petites bribes de leurs anciens territoires sur lesquels ils circulaient. Et l'objectif à moyen terme, c'est qu'ils sortent de ces réserves. Et s'ils sortent de ces réserves, c'est pour devenir de bons sujets canadiens, britanniques. De bons Euh, sujets. comment? En les acculturant. Donc, en leur apprenant la langue, la religion. Et dans le fond, dans la perspective du 19e siècle, c'est le meilleur service qu'on peut leur rendre. C'est comme ça qu'on voyait les choses au 19e siècle. En effet, il y en a eu aussi au Québec, de ces écoles. Il y en a eu, le phénomène a été moins massif au Québec, je ne dis pas ça par esprit cocardier, mais a été un peu moins massif comme phénomène ici que dans l'Ouest canadien, par exemple, mais ça a existé à travers le Canada, en effet. Et on Avec les arrive à ce... conséquences, avec les conséquences qu'on sait sur, ça a été traumatisant pour les enfants, Bah, mais malheureusement, cette loi est toujours en vigueur. Toujours en vigueur, pas parce que le gouvernement canadien n'a pas voulu la changer ou la faire disparaître. Mais là, on a créé tout un système où l'État fédéral est un peu le tuteur des Autochtones qui sont dans des réserves. Et là, avec des petits pouvoirs, des petites baronnies dans ces réserves. Et là, ben, il y a un pouvoir autochtone qui est réticent à ce qu'on abolisse cette loi parce que, dans le fond, ce qu'on ne voit pas, c'est qu'est-ce qu'on fait d'autre. Hein? Euh, mm, on est en ce moment beaucoup dans la mauvaise conscience, évidemment, dans ce lourd ouais. passé, mais on ne trouve pas, on ne voit pas la lumière pour trouver la solution politique à ce problème.
malheureusement. Ouais, c'est sûr que ça fait partie des sujets sur lesquels j'espère vraiment pouvoir faire Oui, plusieurs émissions oui. parce que on sent que c'est très présent dans la société Oui, et puis ça intéresse québécoise beaucoup. au quotidien. Ouais, Oui, puis ça et intéresse puis beaucoup les Français en général, et avec raison. Ouais. c'est une surprise. Hein, je le racontais dans le pilote de l'émission, mais cette culture autochtone, cette histoire autochtone n'est pas très connue, je pense, des Français, en tout cas clairement sous-estimée. Et moi, quand je suis arrivé, c'est ce que je raconte. Le taxi qui m'emmène à ma maison m'indique tout d'un coup, il dit regardez à droite, c'est la réserve indienne, puisqu'effectivement j'habite à proximité de la réserve indienne de Montréal, qui est Kanawake. Et je crois que les deux mots m'ont surpris et choqué. Enfin, je ne sais pas si le mot est choqué, mais déjà, je m'y attendais pas. Comme j'ai dit, je m'attendais plus à un rassemblement de fans de Céline Dion qu'à ce genre de choses. Mais oui, on sent que c'est très présent et bon, on y reviendra. Continuons le profil, le suivi chronologique, et on arrive à ce concept très étrange de révolution, mais alors tranquille, quoi. Oui, Une... ben, ça c'est très québécois. Alors les Québécois, c'est juste pas possible. oui, ben, les Québécois n'aiment pas les ruptures brutales, on dirait. Ils n'aiment pas les ruptures brutales. En tout cas, ça fait pas partie de leur histoire. On est toujours dans la réforme. On est toujours dans les changements graduels. Alors, Le par exemple, consensus. dans les consensus, absolument, vous l'avez Ouais. bien noté. Par exemple, notre premier ministre, qui était officiellement favorable, plutôt favorable à l'indépendance du Québec, René Lévesque, auquel on voue véritable culte encore aujourd'hui. René Lévesque, fondateur du Parti québécois, qui a amené le premier référendum en 1980 sur la question du statut politique du Québec, préférait parler de souveraineté association plutôt que d'indépendance. Vous voyez, c'est typiquement Ouais. québécois. Donc, souveraineté, oui, un changement, mais avec une association avec le Canada. Donc, c'est comme si on avait la hantise des ruptures trop brutales au Québec. Et donc, la révolution, oui. Au fond, qu'est-ce que c'est la révolution tranquille? C'est tout simplement le transfert des institutions sociales, donc santé, éducation, pour faire simple, du contrôle religieux à un contrôle étatique. Dans le fond, c'est une sorte de processus de sécularisation. Ça, c'est une partie de la Révolution tranquille. L'autre partie de la Révolution tranquille, c'est un nationalisme économique qui s'est manifesté par la création d'institutions qui visaient à mettre fin à l'infériorité économique des Canadiens français. L'une de ces grandes institutions, c'est Hydro-Québec, la nationalisation de l'hydroélectricité, Une vraie fierté ici. qui est une vraie fierté. Auparavant, c'était des entreprises privées qui contrôlaient cette ressource naturelle, et aussi la création, inspirée par l'institution française d'ailleurs, de la Caisse de dépôt et de placement. Donc, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est une institution qui gère le bas de laine des Québécois, là, les retraites, mais qui aussi favorise l'économie du Québec, donc qui investit pour s'assurer que nos sièges sociaux, autant que possible, même si on a l'air de la mondialisation, puissent rester au Québec ou qu'on puisse amener des sièges sociaux au Québec. Donc, pour qu'on ait, autrement dit, une véritable économie nationale, non pas juste une économie de succursales. On le voit avec le problème des vaccins. On est devenu très dépendant des grandes entreprises étrangères, et ça, c'est le problème quand on est une économie de succursales. On est dépendant des autres. Donc, il y avait ce souci au Québec, durant les années 60, d'avoir à la disposition des Québécois francophones un capital de risque pour les entrepreneurs de talent qui voulaient se développer encore davantage, et pour assurer une meilleure maîtrise de l'économie nationale. Donc, la Révolution tranquille, qui se fait sans heurts, sans violence, c'est une série de réformes qui vont dans le sens d'une démocratisation et d'une sécularisation de la société. L'Église laisse la place à l'État sur le plan social, mais c'est aussi des réformes qui vont dans le sens d'une affirmation, d'un nationalisme économique. Le mot nationalisme n'ayant pas le même sens au Québec qu'en France. Nationalisme, ici, c'est comprendre, s'affirmer, l'affirmation. C'est pas et le nationalisme, quand on est une petite nation, ce n'est pas le nationalisme quand on est une grande nation. Une petite nation qui défend. Oui, et puis qui se défend, c'est ça. Voilà. C'est une petite nation qui
qui doit lutter tous les jours pour sa singularité, pour sa culture, pour alors son autonomie, c'est pas forcément le mot qui convient parce qu'on est sur un État fédéral et le Québec est une province. Mais le Québec a beau être une province, elle a sa fête nationale. Oui, mais vous dites Voilà. l'autonomie, mais c'est un terme très important dans le lexique politique québécois. C'est-à-dire qu'il y a depuis le 19e siècle plusieurs chefs politiques qui ont défendu l'autonomie de l'État fédéré du Québec, puisqu'en effet, comme on est dans une fédération, on a une partie de pouvoir en éducation, en ressources naturelles. On est dans une fédération. Donc, dans une fédération, il y a une division, il y a un partage des compétences et de la souveraineté. Et le Québec est dépositaire d'une partie de cette souveraineté. Et ça fait qu'on n'a pas un État souverain complet, mais on a une partie de souveraineté sur un certain nombre dans un certain nombre de domaines et auxquels on est très attaché, évidemment, parce que c'est garant de notre développement. Et c'est vrai que c'est ce qu'on comprend dans le livre, c'est que les dernières années, alors je sais pas si je dois dire les 50, 60, 70 dernières années, le débat politique ici est vraiment centré sur la question de l'indépendance ou non de l'indépendance, avec quand même deux référendums là-dessus et l'intervention, alors à savoir si c'était une intervention improvisée ou pas, ça fait partie des idées reçues de notre cher Charles de Gaulle, avec cette fameuse phrase que nous, on a tous entendue en France des centaines de fois, « Vive le Québec libre ». Exactement. Mais là, je vous dis, Jean-Michel, il faut me réinviter pour que je vous parle uniquement de ça. Non, mais ça me fera plaisir si on trouve un moment donné un anniversaire. Non, mais c'est vrai, si on trouve un anniversaire, la question, d'abord, le rôle de Charles de Gaulle, c'est un personnage que j'admire beaucoup en plus, donc j'ai beaucoup lu sur lui, je pourrais vous en parler. Et pourquoi De Gaulle s'intéresse au Québec, pourquoi il a eu ce type d'intervention au Québec, je pourrais vous en parler, ça me ferait vraiment plaisir. Et aussi, à travers ça, l'essor du mouvement indépendantiste, quelles ont été les grandes idées qui ont façonné ce mouvement. Évidemment, ça se retrouve en partie dans mon histoire du Québec pour les nuls, mais ça me ferait plaisir de m'entretenir avec vous de ce sujet parce que en soi, c'est un grand sujet. Eh ben, on y reviendra, promis. Et c'est vrai que je me suis fait la remarque, puisque nous, ici, il y a une semaine, on a eu la chance d'avoir la réouverture des cinémas. Donc, évidemment, mon premier geste a été de prendre toute ma famille et hop, on va au cinéma. Il y a assez peu de films à l'affiche. Et l'un des films à l'affiche, c'est Le De Gaulle, qui pourtant en France a quitté l'affiche depuis très longtemps et on peut pas dire que c'était un gros succès cinématographique. Et ben là, pour la réouverture, on a mis Le De Gaulle avec Lambert Wilson. A priori, bon, je pense pas que les cinémas en ce moment fassent le plein, c'est sûr. Mais voilà, il fallait choisir 2-3 films. Il y a Wonder Woman 84, voilà, blockbuster américain. Mais après, dans les films un peu saillants, il y a Le De Gaulle, comme quoi effectivement c'est aussi une figure ici. Oui. Un dernier point qu'on retrouve dans les idées reçues et qui c'est dans le livre, donc c'est lié à l'histoire, mais qui m'a fait plaisir à lire, c'est cette idée que les Québécois parleraient un mauvais français. Ça aussi, j'ai envie de vous dire, réinvitez-moi. Il y a tellement à dire là-dessus, mais en gros, ce que disent certains linguistes, c'est que, alors, ce qui est très frappant, c'est que tous les Français qui débarquent à l'époque de la Nouvelle-France, où là, il y a déjà des Canadiens, des natifs, des gens qui sont nés en colonie. Alors, on en répertorié environ une douzaine de commentaires sur le français parlé dans la vallée du Saint-Laurent, donc avant 1760. Tous les commentaires sont extrêmement positifs. Et la même idée revient constamment d'un certain observateur en 1650 jusqu'à Bougainville, le grand Bougainville, l'aide de camp de Montcalm, mais futur grand explorateur. Voilà un français sans accent. Incroyable, hein? Ils disent tous ça. Et quelques années plus tard, là, les perceptions négatives, dépréciatives du français parlé dans la vallée du Saint-Laurent vont devenir légion, de Tocqueville jusqu'à même, je pense, l'entourage du général de Gaulle, qui craignait une sorte de joualisation et tout ça, et donc une vision plutôt dépréciative. Alors, que s'est-il passé entre les deux? Ce qui s'est passé, premièrement, c'est que, évidemment, les Canadiens de la vallée du Saint-Laurent ont été coupés de la sève de la métropole, donc
forcément, ça a peut-être entraîné un appauvrissement. On était donc la circulation culturelle des livres et tout ça. Mais ce qui se serait aussi passé, c'est que les Français auraient changé leur accent. Les Français auraient changé leur accent et que la Révolution française aurait été non seulement une révolution sociale et politique, mais aussi une révolution linguistique. Donc, la langue française telle qu'elle est normée, telle qu'elle est valorisée aujourd'hui en France, serait un produit de la Révolution française, alors que le bon usage codifié au XVIIe siècle se rapprochait davantage des prononciations et du vocabulaire d'ici. Et pourquoi ça m'a tellement intéressé, ça a tellement fait tilt, cette histoire, cette idée que à un moment donné une certaine France entre guillemets a décidé de transformer soit la langue, et je vais y venir, l'orthographe, pour essayer entre guillemets de faire un clivage entre les bons Français éduqués, catholiques, de la bonne société, de la bonne bourgeoisie, et les autres qui parlerait avec un mauvais accent ou qui écrirait avec une mauvaise orthographe. On la retrouve. Il y a une conférence TEDx qu'on peut trouver facilement sur Internet. Je mettrai le lien, qui a été réalisée par Arnaud Hout et Jérôme Piron, qui sont professeurs de philosophie, mais avec des formations de linguistes. Et ils nous expliquent exactement ça, qu'au XVIIe siècle, ça devient un enjeu politique et un choix politique. On crée l'Académie française avec une idée de fixer la norme sur le plan de l'orthographe. Et c'est écrit, il y a des choses hallucinantes. L'orthographe doit être un outil qui va permettre de marquer l'appartenance à la bonne société. Exactement. Voilà, c'est un facteur de distinction. Un facteur de distinction. De distinction, exactement. Et avec des mots en plus un peu lourds. Hein. En 1694, alors je suis en train de lire mes notes parce que je l'ai pas appris par cœur, mais dans le cahier préparatoire de ce qui sera le premier dictionnaire de l'Académie française, il y a cette phrase: l'orthographe servira à distinguer les gens de lettres des ignorants et des simples femmes. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que ça faisait écho par rapport à cette histoire de la langue, où il y aurait eu entre guillemets une volonté à un moment donné de dire attendez, on va changer les prononciations, on va changer les formulations pour montrer que nous élevons là où les autres restent. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au XVIe siècle, les premiers à s'intéresser à la langue, eux, ce qui leur importe, c'est de se distinguer du latin et surtout de l'italien. Donc, le français, on veut donner aux Français ses lettres de noblesse par rapport à des langues étrangères et surtout au latin. Donc, on veut anoblir cette langue qui est considérée comme vernaculaire par une certaine élite qui parle le latin entre eux. Bon. Et ces premiers, en guillemets, linguistes, dans le fond, partent des usages. Et voilà, ils disent voilà ce qu'est le français. Mais là, on arrive au XVIIe siècle. Le français, déjà, c'est bien installé, c'est bien établi. La France devient une puissance rayonnante, importante. Et là, on a l'impression, en effet, que là, on a un travail de distinction. C'est-à-dire que là, il y a finalement, oui, le français, non seulement le français est une langue, évidemment, à part entière, ça, c'est acquis. Mais, attention, elle n'est pas à la portée de tous. La bonne langue française, le bon usage, elle n'est pas à la portée de tous, donc il faut la codifier et ça devient une sorte, en effet, de marque de distinction, mais c'est une langue de cour. Et les bourgeois, l'espèce de bourgeoisie de la Révolution française, faite d'avocats, de philosophes, veulent aussi prendre leur distance de ce vieux français, de ce français de cour, donc vont aussi imposer de nouvelles normes. Et c'est par rapport à ces nouvelles normes que le français d'ici va sembler, va se distinguer, mais va sembler très différent, mais dans un sens dépréciatif aux yeux, enfin, des nouvelles élites du 19e siècle en France. Donc, mes chers amis de l'Hexagone, quand vous venez au Québec et qu'on vous expliquera que c'est vous qui avez un accent, sachez qu'en gros, ils ont raison. C'est bien nous qui avons un accent, on l'a fait c'était même volontaire. Éric, c'était vraiment passionnant.
J'ai noté qu'on va faire d'autres émissions du coup, hein, parce qu'il faut qu'on parle de Gaulle, il faut qu'on reparle de la langue. Et puis je sais pas, le livre fait 400 pages et je pense qu'on a dû en effleurer à peine 30. Non mais je le dis, hein, s'il y a des producteurs de Netflix qui nous écoutent, il faut absolument qu'ils s'y penchent. C'est d'une richesse et j'allais dire d'une inventivité. Je sais pas si on peut le dire pour de l'histoire, mais il y a des rebondissements auxquels on n'aurait pas pensé. Enfin voilà, faut être scénariste. Je rappelle le livre, ça s'appelle L'histoire du Québec pour les nuls. C'est écrit par donc Éric Bédard. C'est aux éditions First, comme toutes les éditions dites pour les nuls. Bon, ça s'appelle encore les éditions pour les nuls, mais pour avoir vu les tout premiers qui étaient vraiment des bouquins de vulgarisation très petits et très courts, maintenant ça pourrait simplement s'appeler l'histoire du Québec. Voilà, on est vraiment dans cette édition sur des bouquins de très grande qualité, d'une grande richesse, je trouve. Vous trouverez tous les liens pour vous le procurer sur le site fetufred.com ainsi qu'en lien sur ce commentaire de podcast. Éric, on se dit à bientôt du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup, hein, c'était vraiment un honneur et un plaisir. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Et voilà. Fetufred, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous êtes arrivé jusque-là, bravo, vous avez vraiment toute mon admiration. Mais bon, c'est probablement parce que cela vous a plu au moins un petit peu. Ou que vous êtes alors complètement maso. Par défaut, j'opte quand même pour la première hypothèse. On va dire que c'est mon côté optimiste. Alors s'il vous plaît, rendez-moi service. Partagez ce podcast, parlez-en à vos amis, abonnez-vous et surtout, donnez-lui une note. Alors juste pour info, même si ce programme reste évidemment très perfectible, inutile de mettre un 3 ou un 4 sur 5. Au royaume d'Apple et consorts, il n'y a que le 5 sur 5 qui compte. Eh oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Alors je compte sur vous. Pour le reste, vous trouverez tous les liens, les références vers les livres, les spectacles, les programmes et que sais-je dont on a pu parler au cours de cette émission et même ceux dont on n'a pas parlé mais qui me semblent intéressants. Tout ça, vous le trouverez dans le descriptif, dans les commentaires de ce podcast ou bien alors sur notre site internet fetufred.com. Sur ce même site, vous avez d'ores et déjà la possibilité de vous inscrire à l'indispensable newsletter hebdomadaire que nous vous préparons et qui sera lancé très prochainement. Et j'y annoncerai les prochaines émissions et partagerai avec vous des articles, des infos, des bons plans qui pourraient bien nourrir votre curiosité à propos du Québec. Enfin justement, puisque vous êtes curieux, je suis sûr que vous avez des questions, des suggestions, que vous aimeriez qu'on traite tel ou tel sujet. Eh ben, je ne demande qu'à vous lire. Envoyez-moi un courriel. Oui, j'ai bien dit courriel. Envoyez-moi un courriel à l'adresse suivante. Fetufred, en un seul mot, tout attaché, sans espace, sans tiret ou quoi que ce soit. Donc, Fetufred, à commercial. Ah oui, j'ai oublié aussi. Ici, on ne dit pas @ ou arrobase, on dit à commercial. gmail.com. J'avoue que c'était pas très clair tout ça. On récapépète depuis le début, vous allez voir, c'est très simple. Fetufred, FAISTUFRE2TE, à commercial, gmail.com. Pas compliqué. Vous vous souvenez qu'au tout début de cette émission, je vous ai dit qu'au Québec, on ne disait pas bonjour, mais bon matin. Et pour cause, car ici, pour se dire au revoir, on se souhaite de passer un bon jour. Alors bonjour à tous et à tantôt.